Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler MotoGP, pour faire le débrief du Grand Prix de Malaisie. On va revenir sur tout ce qui s'est passé ce week-end de course, notamment top, flop, bilan des Bleus, et puis la note du Grand Prix également, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas également dans les commentaires à me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déçu ce week-end de course. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ça c'est très important, à ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. N'hésitez pas également à aller voir la page de la chaîne, parce que des fois YouTube fait des petites feintes quand je mets plusieurs vidéos par jour. N'hésitez pas également à aller sur TikTok, même si j'ai pas fait de TikTok depuis longtemps même, mais ça va revenir avec notamment la Coupe du Monde. N'hésitez pas également à aller voir Spotify EPS 2.0 épisode 5 qui est en ligne depuis vendredi 18h. Pour la mise en ligne. Et puis n'hésitez pas à aller voir les top 10 cyclisme également. Il y en a un qui est sorti, le prochain ça sera samedi à 18h. Et bon, on commence tout de suite cette vidéo du Grand Prix de Malaisie. Grand Prix de Malaisie, avant-dernier Grand Prix de la saison. Sur le circuit de Sepang, alors circuit de Sepang, moi ça m'a sauté à la gueule là, vraiment, je vous le dis. Il a pris un coup de vieux, ce circuit. Enfin, je sais pas, ce Grand Prix de Malaisie a pris un coup de vieux, un sacré coup dans la gueule, je trouve, cette année. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas grand monde dans les tribunes, alors que c'est plutôt un circuit où il y avait même des gens dans les zones avec du gazon. On voyait souvent des spectateurs dans les zones avec du gazon, il y avait souvent quand même du monde sur le Grand Prix de Malaisie. Là, j'ai trouvé qu'il n'y avait personne. Et je trouve que la piste, ce qui était si spectaculaire il y a plus de 20 ans, c'est vrai que ça fait 25 ans, bah, je trouve que ce Grand Prix a pris un coup de vieux, vraiment. Alors il y a eu du spectacle, mais c'est vrai que les infrastructures, en fait c'est surtout le manque de spectateurs moi, qui m'a impressionné. On a l'impression que c'était un Grand Prix comme un autre, quoi. On n'avait pas l'impression d'être sur l'avant-dernière course de la saison, alors que c'est un Grand Prix où c'est quand même passé des choses, parfois dramatiques, notamment la mort de Marco Simoncelli, mais il y a eu également les bagarres Marquez-Rossi sur cette piste, mais là, ouais, je trouvais que c'était un petit peu triste du côté de la Malaisie. Note du Grand Prix, moi j'ai mis 15 sur 20, pourquoi? Premièrement, un samedi de dingue. Samedi de dingue, EL3, EL4, qualif, il s'en est passé des vertes et des pas mûres, pour utiliser une expression de vieux. Pendant ce samedi, vraiment, ça a été très surprenant, avec beaucoup de chutes, pourtant les conditions étaient sèches. Et il pleuvait pas, contrairement au vendredi, la séance où a fini en tête Karl Crutchlow. Mais vraiment des conditions climatiques qui étaient plutôt bonnes, mais alors des chutes partout, et on a vraiment senti, pour la première fois de l'année, et peut-être la seule fois de la saison, la tension du championnat sur cette journée. Et puis derrière, bah, on a eu des belles remontées, des surprises en course, Martin qui tombe, vous avez eu également la remontée de Quartararo. Je pensais pas que Quartararo arriverait à remonter aussi facilement. La victoire de Bagnaia, la bagarre encore une fois avec Bastianini également sur la fin de course. Voilà, on a eu vraiment une belle course, donc c'est pour ça 15 sur 20. Vraiment un Grand Prix très intéressant et un samedi très intéressant, mais un dimanche tout autant. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Je commence avec Fabio Quartararo, il s'en sort bien le dimanche, quoi. Souvent, je trouve que Quartararo, c'est un pilote un peu lisse. C'est vrai que bon, j'aime bien le pilote, bon, voilà, premier champion du monde de moto, mais c'est vrai qu'il c'est un peu comme Lloris, c'est un peu comme c'est un peu lisse, quoi, un peu bisounours. Tu sais, Quartararo, là, il a montré une vraie force de caractère, parce que main fracturée derrière, réussir cette performance-là pendant la course. C'est impressionnant, quoi. C'est là où tu vois que les pilotes de moto ils sont quand même voilà, ils ont une capacité à tenir la douleur qui est quand même assez surprenante, quoi. Alors je dis pas qu'il faut le faire, hein, conduisez pas avec deux doigts pétés parce que c'est peut-être pas l'idéal, mais les pilotes de MotoGP
ont cette capacité à vraiment faire ce genre de performance. On a vu des mecs qui marchaient à peine, qui boitaient dans les stands, et puis quand ils étaient sur la moto, ils faisaient des chronos de dingue. Moi, ça m'a toujours sidéré, cette capacité qu'ont les pilotes de moto à se surpasser. Et Quartararo, il l'a montré dimanche, parce que je pense vraiment sur la fin de course, il souffrait au niveau de la main. Et putain, il laisse pas remonter Bezzecchi. Il s'accroche. Il peut toujours être titré. Bon, on va pas se mentir, ça va quand même être très compliqué, mais bon, c'est jamais. Ça nous garde quand même le suspense pour le Grand Prix dans 2 semaines. Une semaine, 2 semaines, 2 semaines, normalement. Ce sera le 6 novembre, le dernier Grand Prix de l'année à Valence. N'oubliez pas qu'après le dernier Grand Prix à Valence, il y aura les top 10. Enfin, les top 10, il y aura un top 10 sur la moto, mais surtout, on aura les bilans équipe par équipe, comme chaque année en MotoGP. Du côté de Fabio, le Grand Prix est vraiment bien. Il prend. Il est plutôt à l'aise sur sa machine. Et c'est vrai, quand tu le vois à l'arrivée, j'ai l'impression que c'est le premier Grand Prix depuis au moins 4-5 courses où il a pris vraiment du plaisir sur la moto. Tu vois, même s'il gagne pas la course, on avait le sentiment qu'il était putain. Voilà, j'ai au moins réussi à faire ma course de bout en bout, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire, ce qui n'était pas forcément évident les week-ends d'avant. Donc ça fait du bien pour Fabio. On verra si ça sera pareil à Valence, mais au moins, là voilà, il finit sur une bonne note. À Sepang, s'il arrive à faire la même chose à Valence sur le circuit de Valence, ça sera encore mieux. Ricardo Tormio, voilà, le circuit de Valence, c'est un pilote de moto dans les années 80, je crois me rappeler. Moins, Johann Zarco, il s'en sort bien le dimanche, Johann. Hein. C'est, je crois, vraiment l'un des week-ends les plus durs de Johann Zarco depuis qu'il est chez Pramac. Vraiment, le sentiment qu'il savait pas quoi faire avec sa moto. Quoi. Pas à l'aise, vraiment pas de rythme. Qualif, il fait 16ème. Enfin, vraiment, mais pas de rythme hein, pour Johan. Vraiment le sentiment qu'il n'arrivait pas à trouver la solution sur sa moto, qu'il n'arrivait pas à faire ce qu'il voulait vraiment sur sa moto. Et puis après, en course, il est remonté. Alors, il est remonté à son rythme, hein, il prend la 9ème place, mais c'est pas si mal. Hein, quand on voit la course qui a été compliquée, après, on s'aperçoit quand même que les week-ends se ressemblent un peu en ce moment pour Johann Zarco, c'est-à-dire qu'il arrive à marquer des points, mais à être mieux qu'à être dans le top 5, c'est compliqué, quoi. Tu sens que pour aller chercher le top 5, soit il faut qu'il y ait pas mal d'abandon devant lui, soit ça a été plus compliqué. La deuxième partie de saison a été moins bonne pour Johann. Vraiment, il avait fait une bonne première partie de saison, même s'il y avait 2 abandons. Là, ça a été quand même plus compliqué depuis à Hassan, où ça a été son meilleur résultat. C'est une 4ème place en Thaïlande. Il a fait seulement 2 fois dans le top 5. C'est pas suffisant si tu veux jouer le top 4 du championnat. Et un peu comme Alex Espargaro, il a continué à dégringoler, on va dire, un petit peu pendant la saison. Johann Zarco, mais surtout la deuxième partie de saison a été moins bonne. Mais il est quand même largement devant son équipier Jorge Martin. Donc ça, c'est aussi une satisfaction quand même pour Johann Zarco. Et pourtant, Martin était très bon en qualification. On passe à Tech 3. Là, les week-ends se ressemblent. Rémi Gardner plus rapide en qualif que Raoul Fernandez. Et pourtant, c'est Raoul Fernandez qui marque le point à la fin, parce que Rémi Gardner a des fins de course qui sont compliquées. Donc, week-end habituel pour Tech 3, c'est pas fou. Bon, l'avantage, c'est quand même maintenant, on arrive à marquer des points un peu plus régulièrement du côté de Tech 3, mais c'est quand même une saison qui n'aura pas été facile pour l'équipe d'Hervé Poncharal, avec 2 pilotes débutants, à qui on a mis quand même une pression énorme dès le départ. Je pense que Hervé Poncharal attend vivement l'année prochaine, avec 2 pilotes qui ont de l'expérience, mais on sait que c'est pas toujours facile sur la KTM quand on a de l'expérience en moto GP, mais là c'est vrai que l'année a pas été facile
Mais on a eu le sentiment quand même, on avait le sentiment déjà dès l'intersaison que on lui avait mis un petit peu ces deux pilotes-là dans les pattes, quoi. Donc lui, il était peut-être pas pour avoir ces deux pilotes-là pour 2022. Un sentiment qui était peut-être pas à ce moment-là en adéquation totale avec les décisions de la maison mère KTM. On passe tout de suite au pilote au top. On passe au pilote au top, et du côté des pilotes au top, bien entendu, on commence avec Francesco Pecco Bagnaia. Il a tout fait pour se faciliter la tâche à Valence, quoi. Non, mais c'est vrai. Je vois beaucoup de gens dire il est pas très bon, enfin critiquer un petit peu Bagnaia et son pilotage. Alors c'est bizarre, mais dans ce cas-là, expliquez-moi. Alors oui, il a la meilleure moto, hein, en ce moment c'est la meilleure moto, la Ducati. Ben alors expliquez-moi pourquoi Bastianini, Miller, Zarco ou Marini ne sont pas champions du monde. Donc il y a un moment, oui, il a la meilleure moto, mais il a aussi fait du très bon travail. Mentalement, parce qu'il a résisté plusieurs fois à Bastianini, qui était pourtant très menaçant sur certaines courses, mais aussi parce qu'il a dominé la deuxième partie de saison. Il a eu du mal, ça c'est vrai, la première partie de saison, jusqu'à sa chute aux Sachsenring, c'est pas top. Ensuite, derrière, il a fait le travail quand même, Bagnaia. Son titre, de toute manière, sera mérité. Ça serait vraiment une très grosse performance de la part de Fabio s'il était champion du monde. Parce qu'en ayant une moto aussi mauvaise que la Yamaha cette année, être champion du monde de la part de Quartararo serait quand même vraiment haut, quoi. Mais de toute façon, les deux meilleures machines, c'était la Ducati et la Aprilia cette année, hein, sur la plupart des circuits. Et la Yamaha était en dessous. Et c'est vrai que Bagnaia, il a réussi à faire mieux que les autres pilotes Ducati. Il a fait mieux que Martin aussi, hein. J'ai oublié Jorge Martin. Donc il y a un moment... et être toujours dans la position d'être titré en ayant 5 abandons, ce qui est énorme en MotoGP, ce qui est déjà énorme dans les sports mécaniques, mais ce qui est énorme en MotoGP, ça montre aussi la constance des résultats sur la deuxième partie de saison en termes de victoires, quoi. Il a enchaîné les victoires. Vraiment, je rappelle, il n'y a qu'une fois où il n'est pas dans le top 10. Dans les fois où il a fini en course, hein, c'est le Grand Prix d'Indonésie où il finit 15e. Sinon, il est tout le temps dans le top 5, dans le top 10. 8e au Portugal, 5e en Argentine au Grand Prix des Amériques, victoire en Espagne, Italie, Pays-Bas, Grande-Bretagne, Autriche, Saint-Marin, 2e en Aragon, vainqueur en Malaisie, 2 fois 3e en Thaïlande et en Australie. Voilà. À partir de sa chute aux Sachsenring, c'est quand même compliqué de faire beaucoup mieux, quoi. Et c'est là où il y a la différence qui se fait aussi avec Fabio. Ça sort cette deuxième partie de saison où Fabio a 4 résultats où il n'est pas dans les points, 3 abandons et une 17e place, alors que du côté de Bagnaia, il n'a qu'un. Et comme sur la première partie de saison, il a quand même mis 2 victoires, voilà quoi, il a été, je trouve, moins impressionnant, et je trouve que moi il a fait une bonne saison. Alors je ne sais pas si c'est le meilleur champion du monde de l'histoire, mais on peut pas dire que le travail c'est juste la moto, quoi. Et puis la moto, faut la mettre au point. Alors certes, Zarco les a aidés sur la mise au point de la machine, mais il faut réussir à la mettre au point, il faut réussir à s'adapter au pilotage de cette nouvelle machine, et cette Ducati n'était pas facile en début de saison. Donc voilà, il faut un peu redonner à César, à Francesco, ce qui est à Francesco. Rins, il finit fort, hein, vainqueur, je rappelle, lors du dernier Grand Prix. C'est important quand même pour Rins de finir, je pense, sur une bonne note. Je pense que Suzuki avait envie de finir sur une bonne note. Et bon, je l'avais déjà dit le week-end précédent, Rins en plus a été là dans le projet Suzuki pendant très longtemps. Il est arrivé en même temps qu'Iannone, hein, donc il est arrivé il y a longtemps, Rins. Et cette année, on a vraiment retrouvé le très bon Rins qu'on avait un peu perdu en 2020 et surtout en 2021 où il avait été largement derrière Johan Mir. Là, on a retrouvé vraiment le bon Alex Rins déjà devant son équipier et puis surtout avec des résultats un peu plus constants, même si il y a eu quand même un gros passage à vide entre l'Espagne
Et l'Allemagne, ensuite, il a retrouvé vraiment un bon niveau de performance. Et lui aussi, il fait une très bonne deuxième partie de saison. Pire résultat, 12e, un seul abandon, une victoire, une 5e place. C'est plutôt pas mal, surtout quand on voit que la Suzuki, sur cette deuxième partie de saison, elle était quand même plus très forte et elle manquait un petit peu de performance. Et puis on termine avec Bezzecchi, pas mal du côté de Marco Bezzecchi encore, deuxième, quatrième place pour Marco, deuxième, quatrième place d'affilée, surtout. Bah ouais, ça se passe bien pour Marco Bezzecchi. Alors certes, encore une fois, hein, je l'ai dit, son titre de meilleur débutant, pour moi, représente pas grand-chose à partir du moment où il n'est pas dans le top 10 du championnat et à partir du moment où la concurrence était quand même très faible cette année. Par contre, du côté de Bezzecchi, la deuxième partie de saison, elle est vraiment intéressante. Il a manqué une chouille de constance, je pense surtout en qualification. Parfois, il a fait des erreurs, mais il y a quand même un podium, et puis deux quatrièmes places, une cinquième place également pour Bezzecchi. Donc c'est plutôt intéressant ce qu'a fait le pilote italien cette année. Bon, on espère que ça poursuivra l'année prochaine. Il n'est pas très loin en plus de la 11e place, enfin de la 12e place de Marquez. Il est à 5 points de cette place-là de la Marquez. Il peut encore aller chercher Vignales. Alors il ne pourra pas aller chercher la 10e place de Jorge Martin. Mais bon, s'il gagnait une ou deux places, ça serait déjà plus intéressant. C'est avec 14e, c'est pas forcément l'idéal. S'il arrive déjà à devancer son équipier Luca Marini et peut-être à devancer Marc Marquez, mais bon, ça va pas être facile parce que Marc Marquez a quand même fini 7e lors de la dernière course. Et puis on passe tout de suite au bonnet d'âne. On termine avec les bonnets d'âne. Enfin, on termine avant les différents classements. Les bonnets d'âne, Jorge Martin. C'est pas la première fois qu'il fait ça, Jorge Martin. C'est-à-dire qu'à un moment, l'année 2000, on comprend totalement la décision de Ducati de ne pas le mettre dans l'équipe 1, quoi. Il me fait un peu penser à Jack Miller, qui était capable aussi de faire pas mal de fautes comme ça de pilotage en étant bien placé. Tu peux pas chuter alors que t'es en tête du Grand Prix, tu peux pas chuter alors que t'as un écart de plus d'une seconde. Le problème de Martin, c'est que c'est un pilote qui est un peu impétueux, qui est un petit peu un chien fou. Le week-end, normalement, ça aurait dû être une victoire tranquille, les doigts dans le nez. Parce qu'en qualif, il colle une branlée à tout le monde. En qualif, c'est exceptionnel hein, de voir ce que fait Jorge Martin en qualification. On a Pecco Bagnaia il y a une seconde. Donc normalement, Bastianini est à 5 dixièmes. Tu vois, Bastianini qui est deuxième est à 5 dixièmes. Donc normalement, Jorge Martin, en course, il a une marge de sécurité sur ses adversaires. Il a une seconde d'avance quand il tombe. Et c'est pas la première fois qu'il fait ça, qu'il tombe en étant aux avant-postes. Donc ça fait beaucoup, quoi. De toute manière, la cote de popularité, j'ai envie de dire, dans les paddocks de Jorge Martin est pas mal descendue cette année. Alors déjà parce qu'il y a eu beaucoup d'abandons. Hein. C'est avec Jorge Martin et que 10e du championnat du monde. 1, 2, 3, 4, 5 abandons. On note également une 22e place. C'était du côté du Grand Prix d'Espagne. Et puis, deux deuxième places, une troisième place cette année. Pas de victoire pour Jorge Martin et beaucoup trop de prises de risques qui lui ont coûté cher. Beaucoup trop de chutes également en essai. Il est rapide en qualif, ça c'est clair et net. Il est rapide sur un tour, ça c'est clair et net. Par contre, il prend trop de risques. Il prend beaucoup trop de risques et le rythme de course n'est pas aussi bon que le rythme de qualification. C'est-à-dire qu'on l'a vu notamment lors du week-end en Australie, où il part en pole position et bam, il finit 16e du Grand Prix. Et c'est pas la première fois aussi où il fait ça. J'ai l'impression qu'il a un peu du mal sur le rythme de course. Alors il est capable de trouver la solution sur un tour, peut-être parce que il n'arrive pas à gérer les pneus, peut-être qu'il a du mal avec la moto qui a le plein d'essence ou qui, quand la moto se transforme, c'est-à-dire passe du plein d'essence à une situation où elle devient plus légère. Mais j'ai l'impression qu'il y a un problème de gestion de course
pour Jorge Martin. Et tant qu'il n'aura pas réglé ce problème-là, il ne pourra pas aller dans des équipes meilleures que Pramac. Il sera bloqué dans ce type d'équipe satellite parce qu'une équipe qui joue le titre, elle a besoin d'un pilote fiable. Et ce n'est pas le cas de Jorge Martin. Et là, il nous l'a encore prouvé ce week-end. C'est-à-dire que là, moi, quand je vois la fin des qualifications, je me dis, bon, normalement, Jorge Martin, en course, allez, le mec colle 5 dixièmes. Bon, tu vois, s'il accélère un petit peu sur 2-3 tours, ça doit le faire. Sauf que pas du tout. Et c'est dommage parce que il pouvait faire un super week-end, Jorge Martin. S'il gagne en plus, Jorge Martin, il prend 25 points. Allez, il se retrouve au niveau d'Alex Rins, quoi, même devant Alex Rins au championnat. Là, il se retrouve 10e. Il aurait pu se retrouver juste derrière Johan Zarco. Bah oui, mais pour ça, il ne fallait pas tomber ce week-end. Ça a été son problème. Morbidelli. Que dire de Morbidelli ? L'année de Morbidelli, déjà, elle est catastrophique. Parce que je rappelle, le 19e du championnat du monde. Et autant Nakagami n'est plus présent depuis le Grand Prix de Thaïlande, autant c'est pas le cas du côté de Morbidelli. Il a fait toutes les courses. Meilleur résultat quand même, 7e. Fantastique. Et le nombre de fois où il s'est fait réprimander. Le nombre de fois où il s'est pris des pénalités, où il a dû faire des longues laps, c'est énorme, Morbidelli. Et puis là, il a encore une incartade avec Alexei Spargaro, alors que en interview d'avant-course, entre les qualifs et la course, il dit « Je ne me mêlerai pas aux bagarres qui ne me concernent pas. » Bon. Bah si, tu t'es mêlé à des bagarres qui ne te concernaient pas. Parce qu'Alexei Spargaro, il n'y avait pas besoin d'être aussi véhément, on va dire, aussi à l'attaque par rapport à ce qu'a dit Alexei Spargaro. Alors même si des fois Alexei Spargaro, il en rajoute un peu des fois des masses, mais de toute manière Morbidelli fait beaucoup trop d'erreurs depuis le début de saison et puis gros manque de rythme. Si tu me dis Yamaha, ils ont la possibilité de signer je sais pas quel pilote à la place de Morbidelli, je te dis oui, même un pilote de Moto2 tente le coup, parce que Morbidelli, on lui a laissé le temps quand même de se remettre de sa blessure au genou. C'est très surprenant. C'est très surprenant Morbidelli parce que il est quand même très bon lors de l'année 2020. Donc on se dit à ce moment-là, Morbidelli, parce qu'il avait quand même souffert de la comparaison avec Fabio chez RLF. Et on se dit, là, ça va peut-être passer un cap. 2021, plutôt sur la première moitié de saison, c'est plutôt intéressant. Surtout avec une moto qui était une moto, je rappelle, avec châssis 2020, moteur 2021. Il se blesse à mi-saison. Pas de peau pour lui, grosse blessure. Et depuis, c'est pas le même mec. C'est un clone, mais un clone mauvais, Morbidelli. Donc c'est triste. C'est triste. Parce que là, je sais pas ce qu'on va faire avec lui, quoi. Il n'a pas la solution. Morbidelli. Alors, est-ce que c'est un problème dû à sa blessure, c'est un problème physique? Est-ce que juste il n'arrive pas à faire fonctionner la moto? Chez Yamaha, on a plutôt tendance à penser à l'option numéro 2. S'il n'arrive pas à faire fonctionner la moto, donc dans ce cas-là, je pense qu'on lui a laissé 1 an. S'il n'arrive pas à faire fonctionner la moto, ouais. Il va falloir faire autre chose, quoi. Et puis je termine avec Aprilia pour conclure. C'est vrai qu'Alex Espargaro, il n'a pas tort, quoi. Depuis la tournée en dehors de l'Europe, on a l'impression de cette tournée outre-mer, elle a fait très mal à Aprilia. Elle a fait très très mal parce qu'ils ont quand même enchaîné les très très bons résultats jusqu'au Japon. Alors, il a quand même de top 10 encore sur la tournée outre-mer avec Espargaro, mais ils n'étaient pas en capacité de se mêler à la lutte pour le titre, très clairement. Ils étaient dans un autre monde, et la tournée outre-mer, elle a fait très très mal. Très très mal à Aprilia.
Contrairement à Ducati qui s'en est plutôt bien sorti avec Banaya, contrairement à Suzuki notamment, là ça a été beaucoup plus compliqué. Ou KTM également, qui a fait plutôt une bonne tournée en dehors de l'Europe. Ça n'a pas été le cas d'Aprilia, que ça soit la chez Espargaro, mais également Maverick Viñales. La déception est du même niveau quand même que du côté de l'Australie, parce que c'est quand même plutôt une moto qui est très constante, qui est très polyvalente, cette Aprilia cette année. Sur un circuit comme Sepang, je m'attendais à un meilleur niveau de performance de la part d'Aprilia. Donc voilà, la fin de saison était compliquée. Peut-être que les ingénieurs connaissaient pas assez les circuits. Peut-être qu'on a fait des erreurs sur la préparation de ces courses-là. Mais étant donné que, en termes de résultats, ça n'a pas été suffisamment convaincant et que ça leur coûte cher pour les différents championnats. Et ben c'est ce qu'on va regarder tout de suite, les différents championnats. Avec le championnat pilote. Banaya en tête avec 258 points devant Fabio Quartararo, 23 points d'écart. On retrouve ensuite Aleix Espargaro qui n'a plus qu'un point d'avance sur Andrea Bastianini pour la 3e place. Jack Miller, Brad Binder, Johann Zarco 7e, Alex Rins, Miguel Oliveira, Jorge Martin 10e, Maverick Viñales, Marc Marquez, Marco Bezzecchi 14e. Du côté du championnat du monde constructeur, c'est Ducati qui est en tête devant Aprilia. Aprilia Yamaha 5 points d'écart, il va y avoir match également du côté de Valence pour le titre de vice-champion du monde. On retrouve ensuite KTM, Suzuki et Honda aura du mal à quitter la dernière place de ce classement. Et puis on termine avec le classement par équipe. Ducati en tête, titré déjà Ducati devant Aprilia, Red Bull KTM, Pramac, Yamaha, Gresini qui est derrière. Il va y avoir match entre Pramac et KTM, 4 points d'écart entre les deux équipes. On retrouve ensuite Suzuki, match entre Suzuki et la VR46, 8 points d'écart. Et puis ensuite on retrouve Honda et LCR Honda qui a 96 points et qui est en 10e place. KTM Tech 3 est toujours dernier de ce classement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve donc dans 2 semaines pour le final, le Grand Prix de Valence et puis ensuite les classements équipe par équipe. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à mettre même un super thanks si vous voulez soutenir financièrement la chaîne. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao, ciao!